En 2019, avec J'accuse, Roman Polanski s'appuie sur l'affaire Dreyfus en métaphore aux accusations d'agression sexuelle portées contre lui. En 1975, après avoir fui les États-Unis où il était en train de devenir un des plus grands cinéastes américains de son époque, il avait, réfugié en France, adopté semblable attitude en racontant l'histoire d'un immigré polonais persécuté sans raison particulière, sinon sa supposée judéité, mais que le film n'évoquait jamais. Cette histoire tentait une première fois d'exorciser les poursuites dont il faisait l'objet pour des raisons identiques à celles qui l'ont amené vers l'affaire Dreyfus, ce retour vers le passé hypothétique, punition pour avoir démontré dans Ghostwriter que Tony Blair était un agent de la CIA. Polanski, à mots couverts en 1975 mais de pleine voix en 2019, faisait de son personnage une victime confessionnelle par laquelle on le soupçonnait de vouloir dissoudre sa culpabilité. Cependant, l'exploration d'un film dont on a longtemps cru que son caractère insolite se suffisait à lui-même nous permet de découvrir un univers concret où les pratiques occultes et les obédiences ont un caractère bien réel dans l'esprit d'un metteur en scène qui semblait très bien les connaître. Les mécanismes du locataire, lorsqu'on les examine de près, nous confirment être en présence d'un incontestable chef-d'œuvre du 7e art, au-delà de son formalisme qu'un spectateur en demi-sommeil aura déjà identifié. Mais il s'agit surtout du film de Polanski, à partir duquel toute sa filmographie permet d'être lue sous un autre éclairage, filmographie riche en huis clos anxiogènes qui passeront, après le locataire, par La jeune fille et la mort, Carnage, La Vénus à la fourrure et le tout récent The Palace. Trelkovski entre en scène après un générique qui donne déjà le ton du film. La caméra balaie la cour intérieure d'un vieil immeuble parisien, à l'intérieur desquels les locataires figés comme des mannequins regardent le spectateur au son d'une musique dissonante, loin de l'habituel accordéon ou orgue de barbarie qui accompagne généralement ce genre d'image. En suivant, Polanski, sous les vêtements de Trelkovski, entre dans la cour d'immeuble pour aller s'adresser à la concierge. Il passe devant une statue cachée dans l'ombre, sculpture médiévale qui évoque vaguement la statue de la liberté, porteur de lumière luciférien, dont il brisera la miniature 12 ans plus tard dans Frantic. D'emblée, Trelkovski apparaît comme un personnage hésitant, gêné par ce qui l'entoure et qui se montrera tout au long du film entièrement façonné par les décisions des autres. Le chien de la concierge qu'il tente de caresser lui montre les crocs, signe qu'il est dans un monde hostile dont il ne fait absolument pas partie. Dès qu'il entre dans l'appartement, il se retrouve face à une armoire, meuble qui aura une importance déterminante, comme elle en avait eu dans Deux hommes et une armoire, génial court-métrage entre Buñuel et Jacques Tati, où deux déménageurs n'arrivent pas à poser une armoire dans un monde où rien n'est normal et préfèrent repartir avec elle au fond de la mer d'où ils sont sortis. Armoire qui, dans Répulsion, ouvrait vers le monde terrifiant qui engloutissait Catherine Deneuve, dont le traumatisme nous était expliqué à la fin du film par le probable viol de son père quand elle était jeune fille. Rapidement, la concierge prévient Trelkovski que la locataire précédente s'est jetée par la fenêtre et elle éclate de rire. Nouveau signe de dysfonctionnalité avec laquelle Trelkovski est habitué à vivre du fait qu'il ne prenne pas ses jambes à son cou face à un comportement aussi malséant. On voit tout de suite que Trelkovski vit dans un monde anormal, mais qu'il n'a pas d'autre choix que de l'accepter tel qu'il est. Sa timidité, dont on aura compris en 2 séquences qu'elle constituait un véritable handicap social, est cependant contredite lorsqu'il négocie, et avec des arguments solides, la reprise de l'appartement à un propriétaire qui nous est montré d'emblée comme inflexible. Premier moment du film où Trelkovski manifeste de la personnalité pour gagner une négociation par laquelle il doit s'intégrer dans un monde où il n'a pourtant rien à faire. L'accord du propriétaire obtenu, il se replie tout de suite vers sa nature flatteuse et excusante. Par une accumulation de petits détails, le film nous indique que le personnage avance à contre-courant de son époque lorsqu'il va par exemple rendre visite à Simone Schul,
ancienne locataire de l'appartement, en entrant par la sortie. Lorsqu'il la découvre dans le dortoir au milieu des autres malades, il n'a pas plus conscience que le spectateur d'être en présence d'une momie égyptienne à qui il ne reste qu'un œil, celui d'Horus, et une bouche grande ouverte de laquelle va sortir un horrible cri, traduction sonore d'une peinture, le cri, qu'une momie péruvienne avait inspiré à Edvard Munch. On sait combien la peinture a inspiré aussi le cinéma de Polanski. Lors de cette séquence, il rencontre Stella, modèle de fille libérée post-hippie, apparemment tout le contraire de lui, et avec qui aucune relation amoureuse n'est imaginable. Trelkovski est pourtant un personnage qui veut s'intégrer à tout prix par des situations lorsqu'il dit à Stella qu'il a un coup de fil à donner, prétexte pour soulager un besoin urgent, qui le rapproche de Peter Sellers dans The Party, autre étranger qui veut se faire accepter dans un monde pas du tout fait pour lui. Cette volonté de normalité s'exprime aussi par les cigarettes que fume Trelkovski, des Gauloises bleues, par excellence les cigarettes du français moyen, mais tout lui indique que ce monde ne veut pas de lui. Dans une scène tournée près du Trou des Halles, à l'époque le chantier le plus insolite de Paris, Trelkovski se fait voler par un clochard, puis piétine une déjection canine, alors qu'il est en train de chercher à plaire à Stella. Au cinéma où il l'a amené voir un film d'arts martiaux, supposant que c'est le genre de film qui plaît à une femme, c'est Stella qui le provoque pour qu'il l'embrasse, mais qui refuse de prendre un verre avec lui quand il le lui propose. Trelkovski est un objet qu'on prend et qu'on jette, à qui aucune initiative n'est permise. Dans le cinéma, puis à la sortie, il est bizarrement observé par un inconnu, premier indice qui nous dit que Trelkovski est dans un monde où tous ses faits et gestes sont surveillés. Joué par Philippe Sard, compositeur de l'étrange musique de film, l'inconnu n'est-il pas un des artisans du spectacle dont Trelkovski est le jouet? On aura noté que le nom de Roman Polanski n'apparaît au générique qu'en tant que réalisateur, pas en tant qu'acteur. Autre signe que Trelkovski ne fait pas partie du spectacle auquel on assiste, il y est un intrus. Même l'appartement qu'il finit par obtenir lui est hostile, quand la tuyauterie grince comme si elle se plaignait de douleur chaque fois qu'il fait couler de l'eau. Et cette armoire qui prend une importance croissante, où il trouve une robe de Simone Schul, tandis que la musique envoûtante s'élève et qu'un masque égyptien auquel il est encore trop tôt de donner un sens se présente dans le décor. Au café d'en face, il s'étonne qu'on sache déjà qui il est, alors qu'il ne s'est pas présenté. Le garçon entre en scène en revêtant le costume de son personnage, tout en adressant un regard amusé à Trelkovski, qui est à ce moment du film loin de se douter qu'il est enfermé dans un Truman Show dont les protagonistes sont ses propres prédateurs. Très vite, on lui attribue le rôle de la défunte Simone Schul en lui servant le chocolat et les cigarettes qu'elle fumait. Trelkovski est totalement dépossédé de son libre arbitre. Ses prédateurs, reptiles dans la peau d'humain qu'il finira par voir au dernier moment, dès l'instant où ils ont repéré sa faiblesse, vont s'employer à le persécuter jusqu'à l'obliger à se défenestrer. On aura remarqué que Trelkovski s'est coupé en se rasant, coupure cependant placée dans le cou, comme une première morsure des vampires qui prolongent leur bal commencé 10 ans plus tôt. Puis vient l'enterrement de Simone Schul, auquel Trelkovski, qui vient de reprendre son appartement, va assister. Il retrouve Stella, dont le foulard à damier se passe de commentaires, et une préadolescente qu'il regarde avec insistance, dont il ne sait pas encore qu'elle habite, elle aussi, l'immeuble en compagnie de sa mère. La jeune fille est interprétée par Eva Ionesco, dont on ne connaissait pas à l'époque les abus que sa mère lui faisait subir, lesquels se produisaient précisément à l'âge où elle tournait dans ce film. La messe d'enterrement devient progressivement une messe noire quand le prêtre prononce des paroles ignobles que Trelkovski prend pour lui avant de prendre la fuite. Nouveau signe que derrière les apparences se cache un monde absolument horrible. Trelkovski organise une pendaison de crémaillère où il invite ses collègues de bureau, prototypes de gens normaux totalement ignorants de la réalité du monde à laquelle Trelkovski tentera de les éveiller en leur disant que des choses bizarres se passent dans son immeuble, sans arriver à susciter la moindre curiosité dans leurs esprits conformistes. Le lendemain de la fête, en descendant ses poubelles, il laisse tomber des épluchures dans les escaliers, lesquels ont disparu quand il remonte dans son appartement, preuve que quelqu'un agit hors champ pour nettoyer la scène où se déroule le spectacle.
Simone Schul, dont on aura facilement compris l'anagramme, n'est qu'un nom bizarre parmi d'autres noms à consonance étrange, portés par des gens qui ont l'air tout à fait normaux. Le gros beauf s'appelle Scop, l'acariate propriétaire s'appelle Monsieur Z, la belliqueuse locataire Madame Diose, l'amoureux inconsolable Madar, nom improbable en désaccord total avec l'apparente quotidienneté de ceux qui les portent. La visite chez lui de l'enfant infirme accompagné de sa mère, laquelle se prétend elle aussi être harcelée, scène à laquelle se succèdent les coups frappés à la porte de Trelkovski alors qu'il n'y a personne dans le couloir, nous laisse soupçonner, avec 50 ans de recul, que le personnage est victime de gangstalking, dont les tentacules infiltrent toutes les couches sociales, ce harcèlement en réseau désormais bien documenté. Trelkovski se rend compte qu'il n'est pas le seul être timide et mal à l'aise dans ce monde étrange où rien n'est normal, lorsqu'il reçoit la visite de Madar, qui n'avait jamais osé avouer son amour à Simone Schul, et qui se rend compte qu'elle est morte au moment où il vient le lui déclarer. Madar est comme lui un être humain normal, socialement inadapté, mais qui, comme Trelkovski, est immédiatement identifié par les autres comme un intrus dans ce théâtre social où tout est faux. Dans le bar, un petit peu saoul offre à boire à tout le monde, puis s'approche de Madar pour dire « tout le monde excepté lui ». Au moment où il raccompagne Madar qui le remercie de lui avoir témoigné son amitié, le cadrage met en valeur cette étrange affiche qu'on voit pour la première fois. Le film est à part égale construit selon deux points de vue, celui du spectateur et celui de Trelkovski. Le spectateur qui voit un monde normal dont seul Trelkovski décèle les bizarreries. Le spectateur peut alors penser que Trelkovski est paranoïaque ou atteint de troubles mentaux. Toutefois, cette affiche étrange dépourvue de sens, Trelkovski ne la voit jamais. Seul le spectateur la verra, afin de lui prouver que Trelkovski ne délire pas. Au bistrot où il va tous les matins, comme y allait Simone Schul, le cafetier tente une nouvelle fois de lui vendre des Marlboro, alors qu'il avait demandé des Gauloises, et cette fois Trelkovski les accepte. Cette marque de cigarettes internationale fumée par tout le monde est un pas supplémentaire vers la dépersonnalisation de Trelkovski. En suivant cette scène, Trelkovski, constatant que son appartement a été cambriolé, avertit M. Z de son intention d'aller déposer plainte, lequel l'en dissuade, lui dit qu'il va régler le problème lui-même, connaissant, dit-il, très bien le commissaire de police. Trelkovski avait entendu son collègue Scop parler de sa relation avec ce même commissaire, comme s'il s'agissait de tout un réseau de gens connectés entre eux, impliquant également la police. Dans un autre bar-tabac que celui où il va habituellement, Trelkovski demande des Marlboro sans qu'on l'y contraigne, ayant désormais intégré le rôle qu'on tient absolument à lui faire jouer. Il retrouve Stella et des anciennes amies de Simone qui le convient à une soirée dans un appartement bourgeois. La musique étrange au son de laquelle il danse, le roman de la momie qu'on lui conseille de lire, ainsi que les regards insistants de l'un d'entre eux, nous laissent entendre qu'ils font partie de cette même conspiration. Quand Stella invite Trelkovski à passer la nuit chez elle, le son d'un réveil matin dans son appartement domine la bande sonore. Indication de menace, de bombe à retardement qui va exploser au visage de Trelkovski lorsqu'il découvrira plus tard la vraie nature de Stella. Au lieu de lui faire l'amour, il se saoule et tente de lui expliquer à elle aussi ce qu'il voit d'étrange autour de lui à travers l'histoire de la dent trouvée dans le mur de sa chambre et use de métaphores pour savoir à quel point on est encore soi-même lorsqu'on vous découpe en morceaux. Le lendemain, la concierge de son immeuble lui dit qu'elle a bien vu qu'il n'était pas rentré de la nuit. Ceci afin qu'il ne doute pas que chacun de ses faits et gestes sont observés. Puis elle lui remet un courrier adressé à Simone Schul comme s'il lui était adressé à lui. Une carte postale envoyée par Madar où figure un sarcophage en souvenir de Simone. La transformation commence alors à s'opérer. Trelkovski se regarde dans le miroir de son armoire et commence à douter sérieusement de qui il est. La visite de Madame Diose, à laquelle il refuse de signer la pétition qu'elle lui soumet pour faire exclure la locataire à l'enfant infirme, précipite la chute de Trelkovski et sa convocation chez le fameux commissaire donne un caractère officiel aux menaces qui pèsent sur lui s'il résiste à jouer le rôle qu'on veut lui faire jouer. On remarque que les deux classeurs placés de part et d'autre de l'armoire derrière lui évoquent une pellicule de cinéma, encore un nouvel élément pour nous dire que le monde n'est qu'un film où tout est faux. La locataire qu'on voulait expulser, venue le remercier de n'avoir pas signé la pétition contre elle,
lui avoue avoir déféqué devant chaque pas de porte, sauf la sienne, mais pour ne pas attirer les soupçons sur lui, Trelkovski ramasse des excréments sur le palier voisin et les dépose sur le sien, en usant de la carte postale où figure le sarcophage. Cet usage à des fins personnelles de ce qui était adressé à Simone agit comme un mauvais sort qui va rendre Trelkovski malade. Durant la nuit, pris de fièvre, il tente d'attraper une bouteille d'eau minérale posée sur une chaise, mais sa main glisse sur ce que nous voyons parfaitement être une image de chaise découpée sur une planche. C'est bien le spectateur qui voit le trucage, pas Trelkovski. Ainsi, comme avec l'affiche, on indique une fois de plus au public que le personnage vit dans un monde factice où tout est délibérément fabriqué pour lui donner une illusion du réel. Trelkovski sort de chez lui pour se rendre aux toilettes et y découvre les symboles gravés sur les murs. Or, on se doute bien qu'il ne va pas aux toilettes pour la première fois depuis qu'il occupe l'immeuble, et que précédemment, il n'a jamais vu ces symboles. La compréhension progressive de la nature de ce qui l'entoure lui fait simplement voir ce qu'il a toujours eu sous les yeux, mais qu'il ne voyait pas. Le panoramique découvre un pentagramme à côté de la faucille et du marteau, suivi des pyramides de Gizeh, l'année 1968, année de Rosemary's Baby, placé en dessous d'un buste féminin dénudé, symbole de la libération sexuelle, d'un portrait du diable en personne, au-dessus de pénis en érection, et finalement des hiéroglyphes tels que Champollion les a déchiffrés. Il s'agit très précisément du rite de Memphis-Misraïm et de ses résonances occultes qu'il est impossible d'interpréter avec exactitude à vitesse de défilement normale, par conséquent placé ici à destination des initiés, desquels le spectateur ne fait pas partie. La synthèse de ce qu'on lit grâce à un arrêt sur image et à lui seul serait que les révolutions sexuelles et sociales de 1968 n'ont été qu'une tromperie démoniaque de plus, et en isolant ce buste acéphale en particulier, on peut y voir une probable évocation du meurtre de Sharon Tate. Alors, Trelkovski regarde vers son appartement où il se voit lui-même en train d'observer celui qui comprend enfin dans quel monde il vit. Le choc émotionnel qui en résulte le rétrécit dans son appartement où meubles et objets ont soudain grandi. Trelkovski part en lointain de l'homme qui rétrécit, lequel, en rapetissant, se rendait également compte que tout ce qu'il y a de banal autour de lui est en réalité monstrueux. L'image de la momie égyptienne qui, en déroulant ses bandes, se révèle être une Simone Schul langoureuse qui se moque de lui indique qu'il s'est bien fait avoir. Croyant pouvoir s'amuser du rôle qu'on persiste à vouloir lui faire jouer, Trelkovski se déguise délibérément en Simone Schul devant le miroir de son armoire et dit « Je crois que je vais être maman », autre correspondance avec Rosemary's Baby. Mais Trelkovski ne peut rien maîtriser, les forces noires qui opèrent contre lui profitent de son sommeil pour continuer leur œuvre, en lui arrachant une dent, placée, sans qu'il s'en rende compte, dans le trou du mur, pour alimenter le rituel de magie noire par lequel ils veulent le détruire. Déterminé à affirmer sa personnalité face à une adversité désormais reconnue, il exige qu'on lui serve un café quand on lui sert toujours un chocolat et ira même jusqu'à gifler un enfant capricieux dans un jardin public. Gifle qui précède un ballon que Trelkovski, de nouveau déguisé en Simone Schul, voit rebondir dans l'encadrement de sa fenêtre, ballon qui se transforme en tête décapitée, celle de Trelkovski déguisé en Simone, transition de l'enfance insouciante au rôle social qu'on vous oblige à jouer. Ce ballon et le contexte nous remémorent ce ballon lié à l'insouciance de l'enfance dans M le maudit, insouciance de laquelle profite le kidnappeur d'enfants. Alors cette gifle envoyée par Trelkovski à l'enfant l'oblige à se réveiller de son innocence. Puis il voit dans la cour de l'immeuble ce qui ressemble à un abus rituel commis sur la jeune fille infirme, Eva Ionesco, sous le regard contraint de sa mère. Puis la jeune fille qu'on a ainsi programmée par la torture est déguisée en Trelkovski et désigne l'endroit où il se cache, car elle fait désormais partie du groupe. Trelkovski bouffon est de toute évidence un enfant sur qui la programmation mentale n'a pas fonctionné dans l'enfance, raison pour laquelle on chercherait aujourd'hui à l'éliminer. L'assaut est alors donné à son appartement, auquel il résiste en utilisant l'armoire de derrière laquelle des mains essayent de l'attraper, mains qui voulaient se saisir de l'enfant abusé qu'était Catherine Deneuve dans Répulsion. L'attaque finalement repoussée, Trelkovski tente de revenir dans le monde normal du Paris populaire qui le rassure. Ce Paris populaire avec ses bistrots, ses cours d'immeubles, ses personnages pittoresques, que le film capte avec justesse, aidé par un casting franco-américain parfaitement homogène,
Ceci afin d'installer le public français en terrain familier et de conforter les clichés qu'a de la France le public étranger. Toutefois, les anomalies qui surgissent au cœur de ce naturalisme nous indiquent que quelque chose n'est quand même pas normal dans ce monde-là. Et ces indices placés comme des balises, le spectateur ne peut en aucun cas y échapper. On voit Trelkovski marcher le long des quais de la Seine, exactement à l'endroit où il avait marché quelques séquences plus tôt. Il ne voit pas ce qui saute aux yeux du spectateur, à savoir que les clochards ne sont plus là. Ont-ils été éliminés? Il ne voit toujours pas cette affiche angoissante qui jouxte une publicité pour une chaîne de supermarchés très connue à l'époque, mais le spectateur, lui, la voit. À cette étape de l'histoire, Trelkovski croit toujours que Stella est de son côté celui des gens normaux, celui des êtres humains, alors qu'il revient la voir pour lui expliquer qu'une conspiration essaye de le pousser au suicide, mais Stella ne le croit toujours pas. Alors qu'il dort dans le lit de Stella, on remarquera un crocodile à la tête du lit, figurine qui annonce de manière subtile ce qui suivra, tout en notant au passage une symbolique parfaitement identique. Dans Monsieur Klein, dans la vidéo, il est établi les nombreuses correspondances avec le film de Polanski, lorsque le sommeil de Delon est aussi menacé par la présence d'un reptile, en l'occurrence le serpent. Quand Stella réveille Trelkovski, pourtant d'un geste bienveillant, il hurle de terreur. C'est alors que seul dans l'appartement de celle à qui il vient de dire qu'il l'aimait, en explorant ses effets personnels, il s'attarde sur une photo d'elle en bas âge qu'on ne peut décrypter en vitesse normale de lecture. Une nouvelle fois, seul l'arrêt sur image nous indique que Stella, enfant, est dans un cimetière après un enterrement récent signalé par des fleurs fraîches. Peut-être l'enterrement de ses parents. Mais qu'elle tient aussi une poupée dans ses bras, comme toutes les petites filles, et cependant, dans le contexte du film, la poupée incarne la personnalité alternative de l'enfant dissocié. Et tandis qu'il feuillette l'album de l'enfance de Stella, quelqu'un sonne à la porte. Par l'œilleton, il reconnaît Monsieur Z. Du point de vue du spectateur, il s'agit d'un inconnu, mais c'est le point de vue de Trelkovski qui cette fois nous importe. Par cette vision, Trelkovski en déduit que Stella fait partie du complot. Le spectateur pourrait attribuer cette conclusion à la paranoïa du personnage. Sauf que le spectateur aura vu le reptile que Trelkovski n'aura pas vu. De ce fait, sa conclusion doit logiquement rejoindre celle de Trelkovski. Stella fait bel et bien partie du complot contre lui, un des rares êtres humains non programmés socialement, peut-être parce qu'il est le seul être humain tout court. À ce moment-là, Trelkovski va se réfugier dans la clandestinité, croyant qu'il est seul au monde, et loue une chambre d'hôtel par la fenêtre de laquelle il regarde ce monde d'apparence normale dont la musique nous confirme à ce moment-là qu'il est horrible. Trelkovski, qui n'est à sa place nulle part, dont les codes sociaux qu'il pense avoir compris se retournent systématiquement contre lui, entre dans un bar à hôtesse, genre d'endroit où il croit pouvoir acheter une arme à feu, mais d'où il se fait éjecter sans ménagement. Renversé accidentellement par une voiture, il voit parmi ceux qui lui viennent en aide le visage de ses persécuteurs, jusqu'à une crise de paranoïa qui le contraint à recevoir une dose de calmant. Sérum qui accélère sa lucidité lorsqu'il voit ses persécuteurs en tenue de soirée, leurs appartements transformés en loge de théâtre, venus assister à la scène finale, à savoir sa mort par défenestration, spectacle organisé comme un crime rituel auquel Stella, qui en effet ne lui voulait aucun bien, est également venue assister. Mais Trelkovski n'est pas mort. C'est désormais un personnage fragmenté qui progresse encore d'un pas dans sa compréhension de la réalité en découvrant le vrai visage de ces monstres sociaux, celui de reptiles. Vision équivalente qui nous sera proposée dans Las Vegas Parano, lorsque sous l'effet de la drogue, les personnages voient les gens qui les entourent se transformer en reptiles, sans qu'ils sachent s'il s'agit d'hallucination ou de la révélation d'une vérité. Sa résistance ultime sera vaine. Remonté dans son appartement, il est contraint par ses forces occultes à sauter une deuxième fois. La métempsychose Trelkovski-Simonchoul achevée, Trelkovski se voit par conséquent dédoublé, avec à son chevet celui que les autres ont intégré dans leur monde par les pratiques occultes, c'est-à-dire un Trelkovski normalisé qui croira vivre dans un monde normal, aux côtés d'une Stella dont la névrose paraît normale, et le cri que pousse Trelkovski, comme celui qu'avait poussé Simone, dit l'horreur de ce que l'un et l'autre ont découvert de la réalité du monde.